Maintenant, je vais demander à Antoine Bélier, de RCF, de venir. Il va animer une table ronde avec des invités de qualité. Antoine Boquier, Sébastien Perret, Didier Piaton et, qui j'ai oublié, je sais pas. Voilà, et Frédéric Van Ins. On va arrondir la table. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux, au nom de la radio RCF, Radio Chrétienne Francophone, d'animer cette table ronde autour du thème qui nous occupe aujourd'hui, conviction et engagement. Alors, on a bien sûr, et je crois qu'on l'aura en tête au cours de cette table ronde, l'exemple de l'engagement de Raoul Follereau, qui, durant toute sa vie, et on l'a entendu à de multiples reprises depuis le début de cet après-midi, avec des convictions bien ancrées, puisées dans sa foi, puisées dans sa famille, dans les rencontres multiples qu'il a faites, qu'il a su nouer, eh bien, il s'est engagé dans la lutte contre la lèpre et plus largement contre toute forme de lèpre que sont l'ignorance et la pauvreté. Alors, les intervenants de cette table ronde que je vais présenter dans un instant, vous allez l'entendre, s'inscrivent avec leur talent, leurs compétences et leur histoire particulière dans un combat en faveur des personnes les plus fragiles, d'une certaine façon, d'une manière ou d'une autre, on va l'entendre. Ils vont nous partager leur expérience et nous dire de quelle manière se déploient leurs engagements, à partir de quelles convictions. Ça va être un petit peu le fil directeur de cette réflexion, car il nous faut bien comprendre que l'engagement ne part jamais de rien. Il repose toujours sur des idées fortes auxquelles on croit et qu'un jour on décide de traduire en actes. Pour présenter rapidement chacun des intervenants ici présents, Antoine, alors je veux pas forcément il n'y a pas forcément d'ordre particulier, je prends l'ordre de ma préparation. Antoine Boquier, bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes associé fondateur du cabinet Boken, c'est un cabinet spécialisé dans le droit pénal financier et les affaires. Vous êtes également adjoint au maire du 16e arrondissement de Paris, chargé de la lutte contre la précarité et des relations avec les organismes sociaux d'assistance aux plus démunis. Et vous êtes également engagé, il me semble, sur le plan associatif pour la défense des personnes handicapées. Sébastien Perret, bonjour. Vous avez été instituteur, vous avez été également pompier volontaire et vous avez fondé en 2010 au Laos Vientiane Rescue. C'est un service d'urgence qui compte aujourd'hui, alors je crois 600 bénévoles, il me semble, c'est ce que vous me disiez en préparant cette table ronde, qui porte secours à plus de 10 000 personnes accidentées chaque année. Et vous avez été dernièrement lauréat des 7e trophées des Français de l'étranger dans la catégorie sociale et humanitaire. Didier Piaton, bonjour. Vous êtes contre-amiral depuis 2018. Vous êtes adjoint au sous-chef d'état-major des armées de la branche opération. Et vous êtes également le fondateur d'une association gestionnaire de 2 établissements médico-sociaux de prise en charge d'enfants et aussi de personnes adultes autistes. Et l'association s'appelle Aidera VAR. Et puis Frédéric Van Ems est également avec nous. Bonjour, vous êtes le directeur général de Veolia Eau France. Vous êtes également le président de la Fédération des entreprises de l'eau. Alors on sait combien, et j'imagine que vous allez nous en parler, la question de l'eau, c'est un enjeu crucial. Autant la qualité de l'eau, la préservation des ressources, la politique environnementale. Et vous êtes particulièrement engagé sur tous ces aspects et bien d'autres encore. Vous nous en direz plus. Et puis j'ajoute que vous êtes aussi membre des EDC. Les EDC, vous le savez, ce sont les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Alors pendant 1 heure, on va essayer de respecter le timing. J'ai la montre ici. Et j'imagine que Yann me fera les gros yeux si jamais je dépasse. Donc on va être assez rigoureux là-dessus. On va commencer sur le socle de tout engagement, je le disais, que sont les convictions. Comment, en quelques mots, vous pourriez qualifier les convictions qui fondent vos engagements ? Je vous laisse la parole. Vous avez un micro ici que vous pouvez aussi vous passer. Qui est-ce qui veut commencer? Frédéric Van Ems, comment vous pourriez qualifier ces convictions qui... voilà, encore une fois, fondent vos engagements sur le plan associatif, professionnel et autres. Bonjour à tous. Clairement, je suis chrétien et pour reprendre la formule de Raoul Follereau, je pense que la seule vérité, c'est de s'aimer.
Et Fabrice en parlait tout à l'heure. Je me l'étais dit en réfléchissant un petit peu à la discussion de cet après-midi. Pas s'aimer d'une manière mièvre, d'une manière superficielle, pas s'aimer comme on aime son chien, sans aimer la personne qu'on peut rencontrer dans la rue, mais s'aimer soi-même, les autres, je dirais d'une manière en permanence inquiète et sereine. Inquiète en se disant, j'aime, mais je n'aime jamais de manière parfaite. Et il y a des moments où j'y arrive pas, et c'est pas facile. Et puis en même temps, avec une sérénité au fond, en se disant, et c'est une autre conviction forte pour moi, c'est cet amour, il vient pas de moi, c'est quelque chose que j'ai reçu, que je peux essayer de transmettre, de répandre un petit peu autour de moi, et pas que avec les gens qui me ressemblent et qui sont un peu pareils que moi, mais peut-être de manière préférentielle avec les gens qui sont plus faibles ou plus pauvres que moi. Donc ça, c'est mes convictions, et avec peut-être un point supplémentaire qui est que la vie, l'amour sont des cadeaux. Donc à nouveau, c'est des choses reçues et pas des choses dont on est le maître. Et donc on a une responsabilité quelque part à les transmettre aux autres. Oui. Quelque part, on est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, mais que à l'image, à la ressemblance. On n'est pas Dieu, on est une créature, pas le créateur. Et toutes ces convictions, évidemment, elles se sont forgées petit à petit pour moi au fur et à mesure de ma vie, et notamment parce que j'ai 55 ans. Quand j'avais 40 ans, il y a donc à peu près 15 ans, si mes calculs sont exacts, j'ai fait le parcours Zaché, la première année où il était lancé. Et ça a été quelque chose de formidable pour moi parce que j'ai découvert la doctrine sociale de l'Église avec plein de choses formidables, mais surtout, à travers ce parcours, un parcours d'unité. Parce que dans ma vie, j'étais un peu morcelé, morcellement, on en parlait aussi Fabrice tout à l'heure, un peu éclaté façon puzzle avec... j'étais le Frédéric de la messe le dimanche, le Frédéric au boulot, le Frédéric dans la rue, le Frédéric en famille. Et finalement, je ne savais plus très bien qui j'étais. Et ce parcours m'a permis, j'ai redoublé 10 fois, et je continue à y être engagé, à refaire de l'unité en moi et à consolider ces convictions. Alors, même question pour Antoine Boquier sur les convictions qui fondent votre engagement. Votre engagement, je le rappelle, hein, comme avocat, mais aussi comme adjoint au maire, avec cette spécificité et cette compétence, je le rappelais, hein, de venir aussi en aide à ces personnes qui vivent la précarité dans cet arrondissement parisien. On ne le sait peut-être pas. On pourrait dire que le 16e arrondissement n'est pas un arrondissement qui concentre des problèmes liés à la précarité. Pourtant, c'est le cas. Il y en a. Pourtant, effectivement, il y a 10% des habitants du 16e arrondissement qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Donc l'image que l'on se fait de l'arrondissement, qui est certes un des plus riches de Paris, c'est aussi un arrondissement où on rencontre beaucoup de personnes qui auraient besoin de l'intervention de Raoul Follereau et de ses parlez équipes. bien en face de votre micro, voilà. Donc voilà, je vous confirme qu'effectivement, le 16e arrondissement n'est pas que un arrondissement où on vit dans les grands appartements de l'avenue Foch, mais on y vit aussi dans les petites chambres de service au 8e étage sans ascenseur à 85 ans. Et nous avons besoin dans l'arrondissement de toutes les associations, comme Raoul Follereau, mais bien d'autres agissent dans notre arrondissement pour aider les gens à vivre et à survivre. Alors, par rapport à ma question particulière de vos convictions, comment elles se sont forgées? J'espérais un instant que j'allais échapper à la réponse à cette question. Parce que pour faire la liste de mes engagements, c'est assez simple. Pour faire la liste de mes convictions, c'est très difficile. Je suis pas loin de penser que je n'en ai pas beaucoup, peut-être aucune, sauf peut-être une, et que je tiens depuis à peu près l'âge de 20 ans. J'étais sur un stade de foot à Boulogne-Billancourt. Et brutalement, j'ai eu la conviction que j'aurais un jour à répondre
à la question « Qu'as-tu fait de ton frère ?» J'ai découvert vers 20 ans que j'allais mourir. Je le savais sans doute, comme vous tous, mais sans certitude d'ailleurs. Il y avait toujours un petit doute. Et puis, à cette époque, je réalisais que j'allais mourir et que donc j'aurais un jour à répondre à cette question dans des circonstances que j'avais du mal à identifier, mais que j'aurais à répondre à cette question. Et je crois que cette conviction-là, c'est ce qui me conduit à avoir des engagements qui me permettront un jour de répondre le moins mal possible à la question de qu'ai-je fait de mon frère. Donc, après, j'ai essayé de décliner cette mise en œuvre dans mes différents lieux de vie. Dans ma famille, je suis marié, donc je suis engagé. Sans doute le plus rude des engagements. Mais je suis avocat, donc là aussi, c'est un métier où en particulier aujourd'hui, on invite les avocats à être solidaires. Et on a créé, en fait, la justice, nous sommes normalement à son service, mais la justice est un luxe. Et lorsqu'on souhaite que le pauvre puisse aussi accéder à la justice, eh bien, je pense qu'il faut s'inspirer de ce qu'a dit tout à l'heure le docteur Johnson, qui, présentant le centre, a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait de centre pour les pauvres. Eh bien, il ne faut pas, à mon avis, qu'il y ait de justice pour les pauvres. Et ça, c'est aussi le sens de mon engagement dans mon métier. Il ne faut pas qu'il y ait des avocats pour les pauvres. Il faut que ce soit les avocats les plus riches qui s'occupent de temps en temps, parce qu'ils sont réconciliés avec le sentiment de pitié ou le sentiment d'amitié ou de charité, et bien qu'ils s'occupent aussi des pauvres. Et ils ne peuvent le faire que parce qu'ils sont des avocats riches. Didier Piaton, est-ce que vous pouvez nous partager aussi le socle de vos convictions? Qu'est-ce qui vous a déterminé à forger vos convictions qui sont à la source de vos engagements comme militaire, mais aussi comme fondateur de ces associations qui viennent en aide aux personnes souffrant d'autisme? Bien, bonjour à tous. Alors, je reconnais à mon tour que la question est très difficile, à vrai dire, parce que des engagements, il y en a beaucoup, et ils sont variés, vous en avez tous, nous en avons. Et je ne m'étais jamais vraiment posé la question du socle commun jusqu'à présent. Donc, comme Antoine Boquier a évoqué une référence familiale, moi aussi, je vais le faire. Je crois que quand j'avais 5 ans, je me souviens précisément de ce moment-là, j'ai dit à mon père, mais pourquoi je suis né, en fait? Parce que j'aurais pu ne pas naître, en fait. Et mon père, qui n'était pas un grand bavard, m'a dit « tu es né pour les autres ». Et en fait, je n'ai pas été très convaincu de la portée de la réponse. Il m'a dit « surtout finis ton dîner ». Et on n'a plus reparlé jusqu'à ma vie adulte. Mais je pense que l'éducation chrétienne qui m'a donnée est à l'évidence une explication au fondement une explication à tous les engagements que j'ai pu être amené à prendre et qui, pour moi, aujourd'hui, leur point commun, et on pourra peut-être y venir de façon concrète plus tard, c'est finalement une dimension collective. On ne s'engage pas tout seul, on s'engage au moins à deux, le mariage, on s'engage en tout cas vis-à-vis de quelqu'un. C'est cette dimension collective, ce sentiment qu'on va finalement, face à une situation donnée, une cause donnée, à plusieurs, dégager de la solidarité, dégager des résultats, pouvoir porter des projets et puis porter cette dimension collective pour un bien plus grand que son propre intérêt. Sébastien Perret, est-ce que vous convoqueriez aussi, comme Didier Piaton et aussi d'autres intervenants qu'on a entendus il y a quelques minutes, vous convoqueriez l'enfance également pour expliquer la source de vos engagements? Pas forcément, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez répondre de façon complètement différente à la question initiale. Je vais peut-être utiliser Donc j'ai commencé un service d'ambulance au Laos en 2010. Laos, c'est un tout petit pays d'Asie du Sud-Est. C'est toujours un peu difficile aux gens de le positionner sur la carte. Et je travaillais sur un projet de sécurité routière dans un pays où il y avait beaucoup d'accidents de la route.
Et pendant que je travaillais sur ce projet de sécurité routière, j'ai vu moi-même à un carrefour, j'ai assisté à un accident extrêmement violent où je me suis rendu compte qu'il n'y avait ni service d'ambulance, ni service de secours, même pas de pompiers, il n'y avait aucun service d'assistance de secours d'urgence dans la capitale de ce pays dans lequel il y avait pourtant les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé et 150 ONG. Et je travaillais moi-même pour la Croix-Rouge et je suis retourné vers la Croix-Rouge et je leur ai proposé de construire un service d'ambulance, parce qu'après tout, la Croix-Rouge s'est fondée sur ce principe de porter secours, de porter les premiers soins aux blessés de guerre. Bon, même si ce n'était pas la guerre, et ça n'est toujours pas au Laos, la situation la nuit sur la route peut être assimilée à une situation de guerre, quand on voit comment les gens sont laissés blessés sur le bord de la route sans que personne n'y touche. Et ce qui m'a surpris et mis en colère, c'est que... Et c'est ce que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié chez Raoul Follereau, cette radicalité et cette colère qu'il a en lui, qui l'a aidé à faire des choses hors du commun. Mais vous savez d'où elle vient? Je me permets de vous relancer pour essayer de répondre directement à cette question, même si effectivement on va revenir sur la façon dont cet engagement que vous avez se déploie. Mais merci d'en avoir révélé aussi la genèse, l'origine. Mais est-ce que justement, en ayant fondé ce service d'urgence, vous vous êtes dit a posteriori, ben oui, en fait ça vient de loin, cette envie-là, cette détermination-là que j'ai? Je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est ce sentiment d'injustice, de voir que ceux qui sont blessés sur la route sont ceux qui sont à moto, et s'ils sont à moto, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir un véhicule pour se protéger, et en plus, bien souvent à moto, ils n'ont pas de casque. Et je ne sais pas d'où vient ce sentiment d'injustice que j'ai, peut-être aussi de mon éducation, puisque moi aussi j'ai été élevé dans une éducation religieuse. Mais à vrai dire, ouais, j'ai essayé de trouver d'où ça venait, mais j'avoue que j'ai pas trouvé de... Alors, la question que j'ai aussi envie de vous poser à chacun, c'est comment on passe des convictions, on pourrait dire de belles idées, de beaux désirs, de grands désirs, à l'action, à l'engagement. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? C'est peut-être une question à laquelle vous n'aviez peut-être pas pensé, mais c'est vrai que ce qui compte, on va dire, c'est d'agir, même si l'action, elle se fonde sur ces beaux désirs. Mais comment on passe de l'un à l'autre? Est-ce que vous pouvez nous donner un élément, Frédéric Van Hems? Par les rencontres, les hasards de la vie, mais à partir de ces convictions qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, se sont forgées que petit à petit. Ensuite, j'ai fait du scoutisme, j'ai eu la chance de faire des bonnes études, de démarrer une belle carrière, comme on dit, et petit à petit de me dire, j'ai la chance d'avoir des responsabilités, mais ces responsabilités, c'est un cadeau, et c'est aussi, au sens profond du terme, la responsabilité de grandir et d'essayer de faire grandir les autres autour de soi. Et à nouveau, à travers les rencontres, les moments dans la vie où on sent son cœur battre plus fortement, et parfois, il y a et beaucoup plus, effectivement, quand on rencontre des gens très différents de soi, plutôt qu'en comité de direction en train de remplir des tableaux Excel. Et parfois, comme vous l'avez dit, il y a, j'ose employer ce mot, de petites conversions. Vous avez évoqué le parcours Zaché. Rien n'est linéaire. Il y a des situations qui nous font prendre conscience qu'il faut changer et s'adapter beaucoup plus aux valeurs qui sont les nôtres, aux convictions qui sont les nôtres. Absolument. C'est des rencontres et des petites conversions sur la vie que l'on a chacun. Et moi, j'ai eu plein de rencontres qui m'ont fait toucher du doigt, ce qui a déjà été très bien dit à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est que plus on va vers ce qui est différent de soi, plus on va vers celui qui est plus faible, plus pauvre que soi, tout en reconnaissant qu'on l'est aussi, plus le cœur bat, plus on se sent grandir. Et je me rappelle avoir entendu il y a quelques années cette phrase qui m'avait beaucoup fait réfléchir, que en fait, justement, on doit avoir, c'est la doctrine sociale de l'Église, cette option préférentielle pour les pauvres, parce que
la manière dont on se comporte avec le plus pauvre que soi est exactement une mesure de la distance à laquelle on est avec Dieu. Oui, mais alors parfois, le pauvre peut faire fuir Antoine Boquier, c'est-à-dire que c'est pas naturel. On pense, je pense à l'instant, puisqu'on parle de Raoul Follereau, et on est dans le cadre de la Fondation Raoul Follereau, à cette fameuse séquence du baiser aux lépreux avec Saint François d'Assise. Il est allé au-delà d'un certain nombre de convenances sociales pour pouvoir accomplir ce geste-là. Comment on surpasse ses peurs justement pour aller vers l'autre différent, et encore plus quand cet autre différent vit dans une forme de fragilité, de précarité? Là, je convoque peut-être votre responsabilité à la mairie du 16e arrondissement. J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. En fait, quand je suis devenu élu, quand j'ai été chargé de la précarité dans le 16e arrondissement, je n'ai pas eu tellement à surmonter cette peur parce que, entre guillemets, j'avais eu cet apprentissage avant. Et cet apprentissage, c'est par hasard que je l'ai eu, parce que quand j'étais à la faculté, j'ai rencontré un garçon que sans doute beaucoup connaissent ici, qui s'appelle Tugdual d'Herville, qui avait créé à bras ouverts une association qui emmenait les enfants en week-end et en vacances. C'est donc par hasard que je me suis engagé dans cette association, et cette association m'a appris à ne plus avoir peur des personnes vraiment différentes de moi, parce que moi j'avais, entre guillemets, la chance d'avoir rencontré la personne handicapée ou l'enfant handicapé sans avoir été moi-même confronté au handicap pour moi ou pour mes proches. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a eu des peurs à dépasser tout de même? À bras ouverts, oui. À 24 ans, aller prendre un garçon de 14 ans pour l'aider à aller aux toilettes, c'était une peur que j'ai eu beaucoup de mal à dépasser. Mais quand vous avez passé un certain nombre d'années avec des personnes handicapées, eh bien, je crois que c'est beaucoup plus facile pour vous. Enfin, ils nous apprennent à ne plus avoir peur. En tous les cas, à ne plus avoir peur de la pauvreté. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter, Didier Piaton, par rapport peut-être aux personnes souffrant d'autisme auxquelles vous avez été confrontés? Vous pouvez peut-être nous expliquer de quelle manière et ce qui vous a poussé aussi à fonder ces associations? Alors, dans l'engagement, dans le passage à l'acte, parce qu'un engagement, c'est une décision, effectivement, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'intuition, la révolte, il y a l'indignation, il y a beaucoup de choses. Et puis, à un moment donné, une réflexion qui va faire l'équilibre entre le ressenti et le réfléchi. Mais à un moment donné, il y a quand même quelque chose d'irrationnel qui intervient. Et quand on est au contact moi je l'ai été de façon familiale, puisque j'avais une fille autiste, on est vraiment dans la révolte, dans ce que décrivait Raoul Follereau, une indignation face à des situations qu'on découvre. On découvre la sienne, puis on découvre celle des autres, et on se dit, à un moment donné, il faut faire quelque chose à plusieurs. Donc c'est ça, ça a été ça, c'est très clairement le moteur. Et puis l'engagement, c'était de dire finalement on va arriver à faire quelque chose qui va améliorer la situation, et on se ressente sur l'aspect collectif que j'évoquais juste avant, qui renforce, qui donne confiance. On n'est pas tout seul. Et puis on a des intuitions qui se confirment au fur et à mesure des projets. Et puis on trouve du sens aussi, c'est très important. On trouve du sens dans l'action, dans cet engagement qui vous conforte et qui vous aide. Et puis on fait des rencontres extraordinaires. Ça aurait pu être celle des bénévoles et des membres de la Fondation Raoul Follereau. Moi, c'était celle d'autres associations qui sont des gens qui peut-être ne sont pas concernés directement par la situation, mais qui vous aident. On se demande pourquoi, et c'est très beau. Et je voudrais ici d'ailleurs rendre à ces personnes qui ne sont pas dans la salle forcément, mais un réel hommage, parce qu'elles nous ont permis d'entretenir
cette dynamique pour porter des projets et créer 2 établissements médico-sociaux. Aujourd'hui, un service d'aide pour ces personnes pour qu'ils puissent passer des vacances et soulager les familles également. Et puis aussi un service qui accompagne des enfants en classe de maternelle pour qu'ils puissent, eux, prendre un bon chemin, peut-être éviter d'être dans des institutions plus tard. Voilà, donc cette beauté des bénévoles qui nous ont accompagnés, c'est ce que je retiens de cet engagement. Alors parlons avec vous justement dans le sillage de ce qui vient d'être dit. Parlons avec vous, Sébastien Perret, peut-être de tous ces bénévoles, et puis de nous dire que finalement au départ vous étiez quoi, une dizaine, et puis rapidement ça s'est développé. Aujourd'hui vous êtes, il y a 600, je le disais, un bénévole secouriste, hein, c'est ça pour la plupart. Comment on passe, là pour le coup, ça serait intéressant que vous nous expliquiez comment on passe de quelque chose d'assez modeste à quelque chose qui prend de l'ampleur. Vous avez réfléchi à la manière dont ça a pu se faire? Comment ça se déploie? Ça a pris du temps, en fait. Ça a pris beaucoup de temps. Le plus intéressant dans l'histoire, c'est au tout début, quand on a commencé, on avait un seul véhicule qui était une épave. On était 7-8. Et d'ailleurs, une petite anecdote, on avait un seul chauffeur. Et vous imaginez bien qu'à 7-8, on ne pouvait pas être tout le temps tous opérationnels. Donc de temps en temps, il y avait juste un chauffeur pour l'ambulance. De temps en temps, on était 2, parfois 3. Et un jour, que le chauffeur nous ramenait de l'hôpital jusqu'à notre station, et notre station, c'était la maison d'un des volontaires, je lui ai demandé « Est-ce que tu as le permis ?» Elle m'a dit « Non, j'ai pas de permis, non. » Je dis « Ce serait bien que tu le passes, parce que notre service n'est pas vraiment officiel. Si jamais on a des problèmes et ça risque d'arriver, il faut qu'on soit au moins en accord avec les règles locales. » Il me dit « Non, c'est pas possible. » Je lui dis « Non, mais t'inquiète pas. La semaine prochaine, on va aller à l'auto-école, t'as pas besoin de prendre de leçons. Et on va payer le permis de conduire, ne t'inquiète pas. Il me dit non, c'est pas possible. Je lui dis mais pourquoi tu veux pas passer le permis? Il m'a dit c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai 15 ans. Et du coup, il a continué à conduire jusqu'à ses 18 ans, et puis voilà quoi. Donc c'est vous dire le peu de moyens qu'on avait, c'est que les 3 premières années qu'on avait ce service, j'avais absolument aucun espoir pour l'avenir. Et pourtant, je suis quelqu'un d'assez positif. Mais le problème, c'est que notre service était tellement déplorable. Ce qu'on faisait, ça servait absolument à rien. Les accidents étaient tellement, et sont toujours violents sur la route, que les gens qu'on ramassait étaient soit déjà morts, soit dans un état tellement déplorable que quand on les amenait dans les hôpitaux, et que les médecins se rendaient compte qu'ils n'avaient pas les moyens de payer pour les soins, parce que c'est pas un pays très ouvert sur ce plan-là. Les gens qu'on ramenait et qu'on laissait dans les hôpitaux, en fait, les médecins ne les touchaient pas. Et on revenait 2-3 heures plus tard pour ramener un autre patient, et on se rendait compte que le patient qu'on avait amené précédemment était déjà mort, et que personne ne l'avait touché parce que tout le monde s'en moquait, en fait. L'argent a une valeur extrêmement forte au Laos, et faire du bénévolat, c'est très mal considéré. Et du coup, j'avais absolument aucun espoir, mais la fierté que j'avais de faire cette chose-là et de ces volontaires avec lesquels on travaillait, la fierté que j'avais, c'était justement d'être capable de faire quelque chose de juste et d'inutile. Et je trouve que c'est ça le sens de mon engagement, d'être capable de choisir les choses, non pas en fonction de ce que ça peut faire ou des résultats positifs que ça peut engendrer, mais parce que c'est la chose à faire. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose, y compris quand on est directeur général de Veolia au France? Est-ce qu'on pourrait dire la même chose que ce que vient de dire à l'instant Sébastien Perret, c'est-à-dire à la fois cet engagement et en même temps de se dire qu'on est des serviteurs inutiles? Tout à fait. Et je pense justement que aujourd'hui, je suis directeur général de Veolia au France. C'est une entreprise qui a à peu près 15 000 personnes en France, qui a connu 10 années très difficiles entre 2008 et 2016, et qui pourtant fait un très très beau métier. Amener l'eau potable au domicile de chacun, récupérer l'eau usée pour la dépolluer avant de la remettre dans la nature, c'est des enjeux de plus en plus importants avec le changement climatique. Mais malgré tout, ce que Fabrice Adjadj décrivait tout à l'heure, une perte de sens quelque part, parce que
des gens qui, travaillant dans une pyramide lourde, déresponsabilisante, ne savaient plus trop où ils en étaient. Donc, problème de sens. Et avec toutes les équipes, on a travaillé ces dernières années pour relancer l'entreprise. Donc, effectivement, ce travail, on peut le faire dans des associations, on peut le faire quand on est élu, on peut le faire dans plein de domaines, on peut le faire aussi chacun là où on est, et notamment en entreprise. Et notre projet, ça a été, on lui a donné le nom de entreprise joyeuse. Alors, vous voyez, dans une grande entreprise française qui fait un boulot sérieux, qui se relance, le projet, on l'a appelé « Refaire de notre entreprise une entreprise joyeuse ». Alors, j'en parle souvent avec les syndicats. Ils me disent, là, M. Vanem, vous exagérez quand même un peu, là, hein, parce que l'entreprise joyeuse, là, non, je ne suis pas en train de parler de bonheur en entreprise, là, c'est un peu tarte à la crème en ce moment. Je fais une grande différence entre le bonheur et la joie. Le bonheur, c'est très, très personnel. La joie, c'est la résultante d'une action collective. Ça en avait parlé tout à l'heure. Et on s'est dit, voilà, on va redonner, chercher à redonner du sens à chacun, et pas le grand sens qu'il peut y avoir, ressourcer le monde, c'est la mission de Veolia, elle est magnifique, c'est que chacun puisse retrouver un petit sens dans son action quotidienne. Et donc on a changé complètement l'organisation à partir du principe de subsidiarité, qui est un principe ascendant et pas descendant, comme vous le savez. C'est pas je délègue dans ma grandeur, c'est je délègue au niveau supérieur si vraiment je ne suis pas le mieux placé là où je suis pour régler la chose. Donc on a changé complètement l'organisation pour retourner à la proximité, pour redonner les responsabilités aux gens au plus près possible du terrain, et pour que petit à petit, ça réhumanise l'organisation. Ça retourne vers la proximité. Ça refasse travailler les gens en équipe. Vous voyez des choses assez évidentes, mais que effectivement dans notre monde occidental, blasé, surconsommateur de technologie, on avait un petit peu oublié. Et c'est quelque chose qui est en train de produire de très beaux effets, parce que je dis souvent, la tristesse, c'est très contagieux. Regardez le métro le matin, mais il y a un truc qui est vachement plus contagieux que la tristesse, c'est la joie. Et dès qu'on met de la joie quelque part, qu'on met de l'action collective, qu'on retourne vers des choses qui mettent les gens en relation les uns avec les autres, dans l'entreprise, avec les partenaires, avec les clients, il y a de la joie. Il y a de la joie. Et cette joie, elle est contagieuse. Et je pense que joie et responsabilité, c'est ça qui manque beaucoup dans nos sociétés occidentales. Ça permet à chacun de retrouver ce petit sens dont on a tous tellement besoin. Alors Antoine Bocquet, est-ce que ça vous parle, ce qui vient d'être dit, joie et responsabilité, retrouver du sens? Est-ce que c'est toujours des questions pièges que j'ai, moi. Est-ce que... Attendez, j'ai pas fini. Désolé. Je développe, comme ça vous pouvez trouver une idée pour répondre. Est-ce que dans votre action au service de vos administrés, ça se déploie de cette façon-là? C'est-à-dire que, en tout cas, c'est le souci que vous avez, donner du sens, donner... Alors, c'est vrai que le mot joie a été employé. Est-ce que c'est ce que vous pouvez constater, même si vous êtes confronté quand même à des situations difficiles, des dossiers difficiles à gérer? Je trouve ça très, très encourageant de voir que dans les grandes entreprises françaises, on n'ait pas peur d'utiliser cet adjectif joyeux. Je pense aussi que c'est lié au fait que pour s'engager et pour que nos engagements aient du sens, il faut qu'on y ait du goût. Parce que je pense que, quels que soient les engagements qui sont les nôtres, même des engagements très durs, comme de ramasser des gens en mourant sur le bord de la route, on ne peut le faire que si on y trouve quelque chose aussi pour nous. Moi, par exemple, beaucoup de gens me disent « mais comment tu peux encore faire de la politique, surtout à Paris, dans ce milieu ?» En fait, ça me passionne, ça m'intéresse, ça m'amuse parfois. Et même de travailler aux côtés des plus pauvres de la rue, parce qu'en fait, c'est ça mon métier dans ma fonction d'adjoint au maire
mon métier, c'est d'être en contact avec les associations et le réseau associatif qui prend en charge les plus pauvres, eh bien, je pense qu'il faudrait que je m'inspire de Veolia et que j'invite ceux qui font de l'assistance sociale à être moins des techniciens de la pauvreté, mais plus des personnes habitées par la joie que les personnes qu'ils rencontrent au quotidien peuvent leur apporter. Didier Piaton, comment vous trouvez du sens, pour reprendre encore une fois cette expression, dans l'engagement militaire qui est le vôtre, au niveau qui est le vôtre? Alors, un niveau si j'ai bien compris, un niveau quand même de commandement. Oui, bah surtout de longévité, parce que ça fait plus de 35 ans maintenant que je me suis engagé dans la Marine nationale. Et si je n'avais pas trouvé du sens, je n'y serais plus, à l'évidence. On est ici, vous avez raison, à l'école militaire, donc ce serait dommage de ne pas évoquer ce type d'engagement. J'étais, il y a quelques années, ici sur les bancs de l'école de guerre. Et donc ce décor m'est relativement familier. Et le sens fait l'objet, est au cœur de ce type d'engagement un peu particulier. Alors pourquoi est-ce qu'on s'engage? Je reviens sur les souvenirs familiaux. Mon père, donc le même, 15 ans après, quand je lui dis tiens, je voudrais m'engager dans la marine, il a essayé de m'en dissuader, très clairement. Et en se faisant, il m'a rendu un grand service, en fait, parce que finalement, il l'a fait, je ne sais pas si c'était à Essian, mais pour fortifier ma conviction que c'était là où je devais aller. Et donc, il m'a rendu service. Et pourquoi est-ce qu'on s'engage, finalement, et à quoi on s'engage? Alors, c'est l'envie de découvrir des choses, c'est clairement la découverte, c'est le service de la nation, l'engagement militaire aussi. Et puis, c'est apprendre un métier. Quand on a 19 ans, je me suis engagé à 19 ans. Et d'ailleurs, parfois, on parle de métier des armes. En réalité, ce n'est pas le métier des armes, l'engagement militaire. C'est plus que ça. Ce n'est pas un métier au sens ordinaire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que par sa dimension, le service de la France, c'est un engagement très particulier. Par sa nature, l'approche de la confrontation des forces, la maîtrise des armes, la relation parfois, en tout cas, situation à laquelle on doit se préparer à la mort, comme le rappelle souvent le général Lecointre, chef d'état-major des armées, nécessite une dimension éthique très forte. Et donc Fabrice Adjage avait l'air de s'excuser tout à l'heure d'être un intellectuel, mais on en a besoin aussi pour porter ces dimensions d'éthique qui sont au cœur du métier de militaire. Et puis après, j'aimerais ici peut-être lire quelques mots d'une très belle lettre qu'a écrit le général de Villiers quand il était chef d'état-major des armées, lettre à un jeune engagé. Il a écrit plusieurs lettres et qui décrivent assez bien cet engagement militaire. Il disait donc que vous êtes engagé il y a quelques années ou quelques jours peut-être, et en poussant la porte, vous avez découvert un univers totalement nouveau, presque. D'emblée, comme l'immense majorité de ceux qui vous ont précédé, vous avez aimé certaines particularités. Vous avez compris pourquoi vous aviez poussé la porte, un souffle d'aventure, la camaraderie, la possibilité de repousser vos limites. Et c'est bien ce qu'on trouve dans la marine, l'aventure, la camaraderie, le service de la nation, la possibilité de repousser ses limites, l'apprentissage d'un des 100 métiers de la Marine nationale et surtout la nécessité de toujours trouver du sens dans l'action et du sens à l'action. C'est pour ça que nos chefs passent beaucoup de temps à expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pour se préparer à tout simplement à servir la France dans toutes les circonstances. Et les circonstances de la vie militaire moderne, on se trouve souvent des circonstances exceptionnelles auxquelles il faut être prêt. Et si on a un petit peu plus de temps, plus tard, je pourrais évoquer l'une d'entre elles. Merci beaucoup. Sébastien Perret, sur ce qui vient d'être dit, peut-être rapporter à votre action au quotidien, à cette association que vous avez fondée, comment vous réagiriez? J'avais envie de vous poser la question suivante aussi, parce que vous êtes, et on l'a rappelé, confronté à des situations quand même très difficiles. Comment où vous puisez finalement la force pour tenir, parce qu'il ne s'agit pas simplement de s'engager
une fois, 2 fois, de façon temporaire, mais s'engager dans la durée. Alors, où vous puisez cette force pour tenir face aux difficultés qui sont les vôtres, aux situations dramatiques parfois auxquelles vous êtes confrontés? Il y a 2 aspects. L'aspect difficile, c'est pas vraiment ce qui se passe sur la route et les gens qu'on ramasse. Ce qui est difficile, c'est la façon dont nos blessés sont traités dans les hôpitaux locaux. Soit parce que les médecins n'ont pas l'équipement ou les connaissances suffisantes pour les stabiliser ou les sauver, soit parce qu'ils n'ont pas envie de s'en occuper parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Donc ça c'est l'aspect difficile. Mais ce qui rend les choses beaucoup plus faciles, c'est cette atmosphère qu'il y a dans l'équipe. Et je pense que c'est quelque chose dont vous pouvez aussi vous reconnaître. C'est cette ambiance, on pourrait dire cette ambiance de caserne qu'il y a dans nos équipes, cette solidarité. Et ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais vous donner 2 exemples, 2 petites histoires qui seront beaucoup plus parlantes. On a un groupe de 60 volontaires qui sont des volontaires permanents. Donc eux, ils ont un statut un peu spécial. Ils ont accès à toutes les formations. Donc on a des pompiers, on a des plongeurs, on a des sauveteurs en excavation, on a des spécialistes des accidents de la route. Et donc ils ont accès à toutes ces formations. Donc toutes nos formations sont gratuites, bien sûr. Et ces volontaires-là, par contre, ce qu'on leur demande, c'est qu'ils soient en stand-by 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ils ont un seul jour de congé par mois. Ils n'ont pas de week-end. Et ça, ils l'acceptent. Et ils sont tous, pour la plupart, étudiants. Ils viennent de finir leurs études. Et ils décident de joindre nos équipes pour plusieurs années. Et il y en a, ça fait 6-7 ans qu'ils sont chez nous et ils n'ont pas bougé. Et ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont vraiment pas de salaire. Ils n'ont pas d'incentive, ils n'ont pas de per diem, on appelle ça. Ils n'ont rien du tout. Donc on les nourrit, on les loge, mais ça s'arrête là. Donc vous imaginez la conviction et la motivation et le sens de l'engagement qui sont les leurs. Et un de ces volontaires-là, un jour, il part pour son jour de congé, il va avec ses amis s'amuser à un festival. Il monte dans un arbre pour cueillir des fruits, il glisse, il tombe et il se casse le bras. Le lendemain, il était au bureau avec son bras cassé. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Rentre chez toi, tu sers à rien. Et il commence à rire et il me dit, si, je veux être utile. Et là, ça m'a pris à la gorge parce que je me suis dit, c'est pas possible. Comment est-ce que lui peut me dire, je veux être utile alors qu'il est déjà de garde chez nous tout le temps et que même le jour où il se casse le bras... Et il nous dit, mais même si je peux récupérer les appels au standard, je veux faire quelque chose. Donc ok. Et je savais pas tellement comment cacher mon embarras. Du coup, je crois qu'il l'a vu et il m'a dit, de toute façon, moi, je serais capable de mourir pour l'équipe. Donc ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, qui est encore plus parlant, c'est il y a 4 ans en arrière, on a décidé de monter une équipe de plongeurs. On avait 3 équipements de plongée. Et donc, on demande aux volontaires à cette époque qui est-ce qui est intéressé. Il y en a 6 qui se présentent. Donc, on les emmène dans une piscine qui faisait 2-3 mètres de profondeur. On les aligne et puis on voulait faire un exercice. Ils plongent, on leur lance l'équipement et ils l'enfilent dans l'eau. Ce qui est assez difficile, mais bon, ce qui était un peu... Et les 6 plongent et il y en a 3 qui coulent et qui restent au fond. Donc, on les récupère. Et je leur dis, mais vous savez pas nager? Et ils me disent, non. Je dis, mais pourquoi vous avez sauté? Ils m'ont dit, parce que tu nous as dit de sauter. Alors ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui va peut-être faire écho à notre ami ici. Mais donc ça, c'est pour vous montrer quel est le sens de l'engagement de c'est des gamins. Hein. Ils ont entre 16 et 25 ans, je suis le plus vieux. Mais ils ont une foi en l'humain et une foi dans cette équipe et dans la solidarité. Ils ont des valeurs, vous savez, qui sont bafouées aujourd'hui. Le mot générosité, aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise pour un donné, pour un rendu. Et le volontariat aussi. Vous allez aux Nations Unies, ils ont des volontaires des Nations Unies qui sont payés $2000 par mois. Ils appellent ça des volontaires. Et cette prostitution du vocabulaire qui est réelle aujourd'hui, pour la quasi-totalité des mots qu'on emploie, nous, on utilise le vocabulaire pour ce qui veut dire. Générosité, pour nous, ça veut dire donner sans rien attendre en retour. Volontariat, c'est donner sans attendre un salaire en retour. Donc, je suis un petit peu violent parfois dans mes propos, et dans notre radicalité aussi, on l'est. Mais je pense que si on veut vraiment être crédible dans ce qu'on fait, on doit l'être du début à la fin. Merci beaucoup. Alors,
Est-ce qu'on peut faire une analogie, mais aussi dans la dynamique de la doctrine sociale de l'Église que vous citiez, Frédéric Van Hems, est-ce qu'on peut faire une analogie dans le monde de l'entreprise, après ce qu'on vient d'entendre? Je pense spontanément à ce que Benoît XVI a écrit sur l'économie du don. On vient d'employer le terme don. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça peut se traduire dans une entreprise, peut-être aussi relié à votre engagement au sein des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui nourrit votre engagement professionnel? Cette logique du don, elle peut se vivre en entreprise, même si on est là pour faire du business? Bien sûr. Et je pense que c'est un débat majeur dans la société aujourd'hui. Quel est le rôle des entreprises? Il y a eu l'école de Chicago il y a une quarantaine d'années qui a imposé une vision de l'entreprise qui est l'entreprise, elle est là pour maximiser le profit au bénéfice des actionnaires. Or, l'entreprise, c'est tout à fait autre chose. L'entreprise, c'est un collectif humain qui travaille pour rendre un service ou pour fabriquer des produits en contact avec des fournisseurs, des clients, des partenaires. Donc l'entreprise, c'est beaucoup plus que ça. Et vous savez que c'est un des thèmes de la loi Pacte qui a été votée l'année dernière. Et il y a un certain nombre d'entreprises, dont Veolia, mais plein d'autres, qui s'interrogent sur leur raison d'être. Sur le fait que, justement, une entreprise, c'est pas que pour faire du pognon. C'est une aventure humaine au cœur de la société, dans laquelle il y a beaucoup de dons. Parce que les gens en entreprise, ils viennent pas que pour gagner leur vie. Ils viennent parce qu'ils participent à quelque chose, ils trouvent du sens. Le travail, c'est une émancipation. Donc oui, en entreprise, ça peut tout à fait se faire. Et je pense que tout ce qu'on a dit, quelque part, le fait d'asseoir son action, son engagement, où que ce soit, et en ce qui me concerne en entreprise, sur des convictions fortes, il ne faut pas vouloir les imposer, ces convictions, ça ne sert à rien. Hein. Je pense que vouloir faire du prosélytisme, vouloir imposer à l'autre les raisons profondes pour lesquelles on s'est engagé, c'est clairement pas être dans la vérité. Et moi, je vois que mon engagement, tout le monde sait chez Veolia que je suis chrétien, j'en parle jamais dans l'entreprise. Puis par contre, le fait que j'ai parlé de joie, que j'explique à mes managers qu'on ne peut pas manager sans amour et sans aimer les gens avec lesquels on travaille. Tout ça, au début, il y a un peu des phases. D'abord, c'est du doute, puis c'est de la curiosité, puis c'est de la contagion. D'abord, beaucoup de doutes. Alors lui, il a vraiment fumé la moquette. Il sort d'où? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Non, ça, c'est pour la vie privée. Comment est-ce qu'on peut parler de joie ou d'amour en entreprise? Puis, quand il voit qu'il y a une certaine sincérité, il y a une phase de curiosité. Tiens, ouais, pourquoi pas? Puis c'est vrai que ça produit certains effets, puis on s'y met tous et on s'entraide. Et puis après, de la contagion. Et ce qui me semble très important, vous l'avez évoqué, c'est qu'il faut qu'il y ait de la sincérité. Il faut qu'il y ait de l'exemplarité. Si on parle un petit peu, et je pense qu'il ne faut pas trop en parler avec les mots, il faut en parler par le témoignage, par l'exemple. Mais si on veut être crédible, il faut que ce soit sincère et exemplaire. Si on parle de conviction, d'amour, si les gens s'aperçoivent que quand on descend dans le hall et que le taxi est en retard, ou on engueule la standardiste, tout tombe. Tout tombe parce que, évidemment, le walk the talk anglais, hein, marcher ce qu'on dit, faire ce que l'on dit. Dès qu'on parle de choses profondes, si on ne montre pas qu'on les vit, c'est de la com. C'est de la com. Et alors là, ça devient orthogonal. Les gens disent, ils se foutent de notre gueule. Donc, l'exemplarité, la sincérité, c'est absolument majeur. Antoine Bocquet, qu'est-ce que vous diriez là-dessus, sur cette cohérence, peut-être aussi dans un monde politique de plus en plus décrié, dans une action publique de plus en plus décriée? Vous y êtes sensible à ce qui vient d'être dit sur cette cohérence, sur cette exemplarité? Ah oui, c'est sûr. Il faut essayer au maximum de vivre ce que l'on prétend vouloir vivre. Mais je pense que c'est assez difficile. Et
Parfois, on reproche beaucoup, notamment aux hommes politiques, de ne pas être en cohérence avec les convictions qu'ils annoncent. Je pense que c'est déjà important qu'ils défendent des principes essentiels. Après, chacun fait comme il peut pour les vivre personnellement. Mais je pense que c'est un mauvais procès que l'on fait à la classe politique lorsque on décrédibilise quelqu'un parce qu'on sait, parce que la vie d'un homme politique, surtout un homme politique connu sur le plan national, toute sa vie est connue. Il ne peut pas rentrer dans un café sans être reconnu. Et je pense que ces gens-là ont d'abord un devoir de porter un message politique cohérent, un message politique d'espérance qui apporte quelque chose à la communauté, même si eux-mêmes, dans leur vie au quotidien, ils ne sont pas capables forcément de le vivre, il n'empêche que ça ne doit pas les démonétiser. Et si vous me permettez, pour compléter, parce que sur l'exemplarité en entreprise ou dans la vie politique ou dans une association, on a vu des drames dans des associations, de gens qui disaient des trucs formidables et on s'apercevait qu'ils piquaient dans la caisse, ou etc. L'exemplarité, elle n'est elle-même crédible que s'il y a beaucoup d'humilité, que si on expose ses vulnérabilités. Et moi, je sais que tout ce qu'on fait avec mes équipes, à essayer justement de redonner du sens, de tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, en permanence, on le fait en reconnaissant que très souvent, on n'y arrive pas. Et si on n'avait pas cette humilité et le fait d'exposer ses vulnérabilités, on n'y arriverait pas. Et ça, je pense que c'est un truc terrible dans la société occidentale aujourd'hui. C'est qu'on veut tous faire de chacun d'entre nous des surhommes. On veut chaque fois, et on nous apprend ça dans les écoles et en entreprise et en politique et partout, on devrait tous être parfaits. On devrait tous réussir tout en permanence. Et c'est ça qui aboutit au burn-out, c'est ça qui aboutit à des tas de problèmes très modernes chez nous. On est tous vulnérables. Alors, on peut se fixer un cap extrêmement ambitieux, vouloir faire des trucs formidables, mais tout en disant, tous les jours, je me plante. Oui. Alors, un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté. Didier Piaton, comment ça s'applique à la vie militaire ? Un chef militaire, c'est forcément quelqu'un qui est humble ou qui tente à l'être ? Un chef militaire, d'abord, à l'évidence, c'est quelqu'un qui doit montrer la voie en matière d'exemplarité, sinon il ne serait pas suivi. Je pense que l'exemplarité, elle est le socle de l'autorité. Ce n'est pas juste les galons qui donnent l'autorité. En réalité, c'est un certain nombre de choses, au premier rang desquelles l'exemplarité, mais aussi une vision et puis un souci constant des hommes. Et donc, en cela, l'autorité est aussi le socle de ce que j'évoquais tout à l'heure, même de la camaraderie. Parce que l'autorité est une notion assez galvaudée dans notre société aujourd'hui. Je bascule dans l'autre volet associatif. En tant que président d'association, j'ai recruté moi-même tous les cadres, enfin, avec l'aide d'autres personnes. Et quand on parlait à des aspirants médecins, psychologues, psychiatres d'autorité, ils fuyaient un peu. Et je leur disais, mais moi j'ai besoin que vous ayez de l'autorité, sinon vous ne me servez à rien, en quelque sorte, dans mon association. J'ai besoin que tout cela... et l'autorité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous aurez des situations difficiles face à des comportements de jeunes autistes qui deviennent extrêmement difficiles, les éducateurs vont être perdus, ils vont venir vous chercher, vous, le psychologue, ils vont venir chercher l'autorité, c'est-à-dire celle qui rassure, celle qui donne un sens et celle qui permet de sauver des situations. Donc l'autorité, en tout cas dans la vie militaire moderne, c'est bien ça, c'est celle qui crée la cohésion et qui permet de durer. Sébastien Perret, ce devoir d'exemplarité, pour vous, ça se traduit comment ? Ça, c'est ma première question. Peut-être une deuxième question sur aussi, parce qu'on l'a entendu un peu dans vos mots parfois assez forts il y a quelques minutes, il y a aussi chez vous quelque chose de l'ordre de l'indignation par rapport aux incohérences que vous pouvez voir dans le système global du monde de l'aide. On va pas être tellement d'accord là-dessus. Parce que moi, ce qui m'effraie justement, c'est que, pour prendre une échelle globale,
c'est que dans le passé, l'aide était distribuée par les États. Et petit à petit, elle commence à être distribuée par les entreprises à travers la responsabilité sociale des entreprises. Et c'est hyper vicieux parce que vous imaginez bien qu'une entreprise ne donne pas par charité. Je sais qu'on ne va pas être d'accord là-dessus, mais ils ont toujours un but soit politique, soit surtout économique, mais aussi souvent pour nettoyer une image qui est désastreuse. Et pour ça, je vais vous donner un exemple localement au Laos. Je m'intéresse de près à ce qui se passe dans le monde, surtout depuis que je me suis un peu déporté physiquement. Et j'ai vu à plusieurs reprises que Coca-Cola avait construit des usines en Inde et qu'ils avaient... vous savez que pour faire 1 litre de Coca-Cola, vous avez besoin de 10 litres d'eau. Et en Inde, ils se sont... 80 litres d'eau pour 1 litre de Coca. Ok, c'est encore pire. Et donc, ils se sont installés dans certains États d'Inde dans lesquels ils ont pompé toutes les nappes phréatiques. Et quand il n'y avait plus de ressources en eau, ils ont juste fermé les usines, ils sont partis, en laissant les villageois sans rien. Et en 2015, on a eu un reportage d'une grande chaîne internationale qui nous a apporté beaucoup de couverture médiatique. On a commencé à se faire connaître, pas juste au Laos, mais un peu partout. Et l'ambassade des États-Unis m'a appelé en 2015 et ils m'ont dit Coca-Cola va implanter une usine au Laos. Ils ont entendu parler de vous et ils veulent vous offrir de l'argent. Et je leur ai dit écoutez, vous pouvez leur dire que leur argent, ils peuvent se le garder. Parce que nous, on travaille avec des entreprises propres et cette entreprise-là, elle ne me semble pas très propre. Et ce que cette dame m'a répondu m'a paru assez extraordinaire. Elle m'a dit oui, mais avec de l'argent sale, on peut faire des choses bien. Je lui ai dit non. Moi, je pense pas. Oui, voilà, ouais, c'est du blanchiment. Ouais. Et je me suis senti un peu mal à l'aise parce que mes volontaires n'ont pas compris pourquoi je refusais de l'argent. Et c'est vrai que dans l'absolu, l'argent que j'ai refusé, on aurait pu l'utiliser pour acheter une ambulance supplémentaire, du matériel, offrir des formations à nos volontaires. Et je me suis posé beaucoup la question pendant pas mal de temps, de savoir si vraiment c'était ça le sens de l'engagement, de refuser de tremper avec des gens qui étaient pas fréquentables. Et 1 an après, on a reçu un prix Nobel asiatique qu'on a été chercher aux Philippines. Et ce jour-là, il y a un Indien justement qui a reçu ce même prix en même temps que nous. Et cet homme-là était assez extraordinaire. Il faisait partie, vous savez, de cette caste des Dalits qui sont en bas de l'échelle sociale. Et il était destiné à, comme sa famille, comme toute sa famille, à nettoyer les latrines à main nue pour le restant de ses jours. Or, il a réussi à faire des études, il est devenu avocat. Il a aussi commencé à rassembler des gens autour de lui et il a réussi à avoir tellement de monde autour de lui qu'il a fait une marche entre sa commune jusqu'à New Delhi avec 300 000 personnes. Ils ont marché jusque là-bas pour pouvoir justement lutter contre cette injustice du fait qu'il y ait des gens qui soient étiquetés pour être condamnés toute leur vie à nettoyer les latrines à main nue. Et il a fait plier le gouvernement, enfin, quelqu'un de vraiment extraordinaire. Et son témoignage, quand il a pris le micro, il criait dans le micro. Et ça se sentait que sa conviction passait par tous les pores de sa peau et qu'il était habité vraiment par sa mission. Et du coup, il m'a vraiment beaucoup touché, comme Raoul Follereau quand il parle. Et comme vous le disiez tout à l'heure, avec sa gestuelle et tout ça, c'est vraiment... Enfin, la sincérité, là, elle est vraiment représentée. Et quand ils m'ont donné le micro, je me suis senti un peu bête parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à côté après un type pareil. Et je lui ai raconté cette histoire et je lui ai dit, vous savez, Coca-Cola, il m'a dit oui, je me souviens de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font encore dans notre pays. Et je lui ai dit, vous savez, l'année dernière, ils nous ont appelés et quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait à votre pays, on a refusé leur aide. Et il avait les larmes aux yeux et je me suis dit, waouh, finalement, c'est pas anodin. Voilà, il est 17h15. Je voudrais peut-être, pour entrer dans une dynamique aussi dans la suite de ce que nous allons entendre, j'aimerais juste citer rapidement Raoul Follereau. Je trouve que ça résume bien ce qui a été partagé. Soyez conquis ou soyez indignés, mais jamais neutres, indifférents, passifs, résignés. Faites quelque chose de votre vie. Merci à tous.